Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 9 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Malandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Bonjour, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir de parler avec vous et aussi avec votre public. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir, l'attaque américaine. C'était un peu étrange parce qu'avant, on avait eu 2 attaques juste après la signature du protocole d'accord. 2 attaques américaines après qu'il y ait eu des frappes iraniennes sur certaines cibles dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, sur des pétroliers et des navires dans cette zone. À chaque fois que l'Iran attaquait, les États-Unis répondaient. Ensuite, il y a eu des représailles iraniennes. Et tout s'est calmé. Tout a disparu de la scène. Mais cette fois, c'était différent. L'Iran a attaqué 5 navires dans le détroit d'Ormuz, venant essentiellement des Émirats arabes unis, du Qatar et d'Arabie saoudite. Puis les États-Unis ont répliqué. Et après les représailles iraniennes, on a vu hier soir encore les États-Unis frapper à nouveau l'Iran. On ne sait pas ce qui se passe. Hier, Donald Trump était furieux. La façon dont il parlait de l'Iran, comme d'un cancer. Il faut les éliminer. Ce sont des malades. Ils ne comprennent rien. Ce genre de propos, c'est une manière d'insulter le peuple iranien, ou le gouvernement iranien, et aussi ceux qui négocient avec les États-Unis. Mais quand on regarde les cibles, hier soir, ils ont tué, si je ne me trompe pas, plus de 14 personnes, et beaucoup d'autres ont été blessés en Iran à cause de ces attaques dans le sud du pays. L'attaque contre Bandar Abbas, Sirik et Bushehr a bien eu lieu. Et en gros, quand on regarde les frappes, ils visent encore et encore les mêmes endroits dans le sud de l'Iran. Et aujourd'hui, juste avant, il y a environ 2 heures, on apprenait que l'Iran continue de frapper certaines cibles en Jordanie parce que les missiles peuvent atteindre le pays ou que des drones y arrivent. Ça prend du temps, mais ils y parviennent. L'Iran a donc attaqué la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, et certains rapports parlent aussi du Qatar, qui aurait été visé par les Iraniens. Il y a eu également une nouvelle attaque en Irak aujourd'hui, avec des sirènes. On a dit que la base Victoria, près de l'aéroport de Bagdad, avait été attaquée par les Iraniens. Voilà la situation en ce moment. Et dans tout ce chaos, il y a eu la procession funéraire de l'ancien guide suprême iranien en Irak. C'était, à mon avis, un événement majeur, et c'était la principale préoccupation du côté iranien. Je pensais hier soir que l'Iran ne réagirait pas à l'attaque américaine à cause des funérailles à Bagdad, mais ils ont réagi cette nuit. Et aujourd'hui, on assiste aux images des funérailles à Mashhad. Jusqu'à présent, on parle d'environ 4,5 millions de personnes qui y participent. Voilà ce qui se passe. Et professeur Randi, les autres images qui sont sorties aujourd'hui montrent des avions de chasse survolant la ville de Mashhad, patrouillant au-dessus des funérailles. En arrière-plan, on entend une voix dire « Nous voulons nous venger ». Voilà la situation. Et on voit aussi les drapeaux rouges pendant les funérailles. Alors, professeur Randi, dites-nous, que se passe-t-il en ce moment? Et qu'en est-il du protocole d'accord et de la compréhension entre les 2 parties? Bon, d'abord, je dois préciser qu'avant comme après le protocole d'accord, à chaque fois, ce sont les Américains qui ont rompu le cessez-le-feu. L'Iran n'a jamais tiré sur les Américains. Ce sont les Américains qui ont tiré sur l'Iran. Le fait que l'Iran ait frappé des pétroliers vient du fait que ces navires défiaient la marine iranienne et traversaient un couloir qui n'avait pas été approuvé par les Iraniens. Et selon le protocole d'accord signé entre l'Iran et les États-Unis, c'est à l'Iran d'assurer la sécurité et les conditions nécessaires pour que les navires puissent passer jusqu'à ce que la situation redevienne normale, tant que le protocole reste en vigueur. Donc ces navires, et pendant plusieurs jours d'ailleurs, entraient et sortaient du golfe Persique
en suivant un couloir établi par les États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes ont sapé le protocole d'accord parce que, selon ce protocole, ils ne doivent pas intervenir dans le transport ou l'expédition à travers le détroit d'Ormuz pendant cette période. Et ça, c'est seulement une des violations américaines. Les États-Unis n'ont pas restitué à l'Iran ses avoirs volés. Ils ont rétabli les sanctions sur le pétrole iranien. Ils refusent de contraindre le régime israélien à quitter le Liban et à mettre fin aux tueries qu'on a encore vues avant-hier. Hier, 2 citoyens libanais ont été assassinés. La veille, 3 autres ont été tués, dont une directrice d'école, son mari et leur employé de maison. Les violations du côté américain sont donc nombreuses et on s'y attendait depuis le début. On en a déjà parlé. L'Iran n'a jamais cru que les Américains allaient respecter le protocole d'accord de leur plein gré. Les Iraniens ont essentiellement signé le protocole d'accord parce qu'ils voulaient pouvoir transporter leur pétrole et importer des marchandises pendant toute la période où ce protocole est en vigueur. Et si les Américains décident de respecter les autres dispositions du protocole, les Iraniens seront aussi plus coopératifs pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais si les Américains ne respectent pas leurs engagements, alors les Iraniens ne rempliront pas non plus leurs obligations. Ce n'est pas une affaire à sens unique. L'expérience de l'Iran avec l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, a été, je pense, déterminante dans la manière dont ce protocole a été conçu. À l'époque, les Iraniens avaient respecté leurs obligations, mais pas les Américains. Et les Iraniens passaient leur temps à leur courir après, à leur rappeler sans cesse qu'ils ne tenaient pas leurs engagements, et les Américains, eux, n'en avaient rien à faire. Cette fois-ci, les Iraniens ont mis en place une sorte d'architecture dans laquelle, si les Américains ne respectent pas leurs engagements, les Iraniens ne les respecteront pas non plus. Si les Américains respectent, alors les Iraniens respectent. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis ne peuvent pas s'attendre à pouvoir ouvrir un corridor, ce qui va, je crois, à l'encontre de l'article 5 du protocole d'accord, et penser que l'Iran va les laisser faire. Parce que si l'Iran accepte ça, les Américains iront toujours plus loin et ils finiront par tout saper. Si les Américains pensent qu'ils peuvent refuser à l'Iran l'accès à ses avoirs volés, ils se trompent. Les Iraniens savent très bien comment punir les Américains, notamment grâce aux leviers qu'ils ont dans le détroit d'Ormuz. Donc au final, tout dépend des Américains. Plus les Américains coopèrent, plus les navires traversent le détroit d'Ormuz, moins ils coopèrent et moins ils sont honnêtes sur leur engagement envers le protocole d'accord, moins il y a de navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, en plus de ça, il n'y aura aucune négociation sur le programme nucléaire iranien ni sur le régime de sanctions, parce que l'Iran a posé comme condition préalable la mise en œuvre de la première phase du protocole. Et quand les Américains ne mettent pas en œuvre cette première phase, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de négocier ou de s'entendre sur quoi que ce soit pour la deuxième phase. Donc cet accord, même s'il est imparfait, enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'était hors micro. Pendant la guerre de 39 jours, je plaidais pour que l'Iran continue à se battre encore quelques jours. Et pendant le siège, puis au moment où le protocole d'accord était en négociation, je disais qu'il fallait attendre encore 2 semaines. Pourquoi? Parce que je pensais que la pénurie d'énergie était le talon d'Achille de Trump, et que si on patientait un peu plus, cela aurait renforcé notre position. Mais bon, dans tous les cas, les Iraniens, enfin, ce n'est pas un mauvais accord. Comme je l'ai dit, les Iraniens ont été très intelligents. Ils avaient beaucoup de pétroliers, plein de pétrole, qu'ils ont rapidement envoyés vers leur marché asiatique.
parce que l'Iran doit nourrir plus de 90 millions de personnes et il doit importer des produits essentiels. Je veux dire, on peut toujours parler de façon idéaliste de la poursuite de la guerre. Mais à un moment, il faut bien gouverner le pays. Il faut diriger les forces armées. Il faut soutenir l'axe de la résistance. Tout ça, ça coûte de l'argent. Au final, les Iraniens ont accepté un accord qui était favorable à l'Iran parce qu'ils ont su faire preuve de patience. Moi, je pensais qu'on aurait dû être un peu plus patient, mais eux, ils l'ont été, et ils ont forcé Trump à accepter un accord avantageux pour l'Iran. Ça aurait pu être mieux, bien sûr, mais c'était quand même favorable à l'Iran. Et tout le monde en Occident dit que c'était une capitulation. C'est pour ça que Trump est sorti en disant qu'il ne leur restait que 4 semaines de réserve d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis n'ont pas réussi à remplacer toute cette production perdue, toute cette offre qui manque sur le marché. Pour le pétrole, la pénurie reste énorme, et pour les autres produits issus de la pétrochimie ou dérivés de ces productions, la pénurie est tout aussi importante, et la situation n'a pas été inversée. Les Iraniens savent donc que si les Américains décident d'escalader et de lancer une nouvelle guerre, et qu'aucun carburant ni produit pétrochimique ne sort du détroit d'Ormuz, les États-Unis vont se retrouver dans une situation très difficile. En fin de compte, c'est donc aux États-Unis de prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire s'effondrer leur propre économie, et même l'économie mondiale, en ne respectant pas les dispositions du protocole d'accord? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer comme avec le JCPOA? Non, c'est différent. Et le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran, c'est justement ce qui change tout. Donc la chose intelligente à faire pour les Américains, c'est de respecter leurs engagements. Est-ce que je pense qu'ils vont le faire? Non. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Je ne crois pas qu'ils le feront de leur plein gré. Mais les Iraniens vont mesurer jusqu'où leur influence peut aller, et ça les forcera à bouger. Au bout du compte, ils ont levé le siège parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, voilà ce que J.D. Vance à propos de la situation. Ah, au fait, Nima, désolé, juste une chose. Le clip que tu as montré, avec les avions de chasse de l'armée de l'air iranienne, c'est encore une preuve de toutes les absurdités que Trump raconte sur la destruction de l'armée de l'air iranienne. Les atouts essentiels de l'Iran sont très bien protégés, comme on l'a vu avec les programmes de drones et de missiles. Tout ce qui est vraiment sensible a été mis sous terre. Et ces bases ont été construites pour ce genre de situation. Et depuis le cessez-le-feu, les Iraniens ont agrandi leurs bases souterraines, développé leurs programmes de missiles et de drones et intégré de nouvelles technologies pour renforcer leur capacité de défense. Mais ces avions qui survolaient Mashhad pour protéger la foule montrent bien que ce que dit Trump, c'est tout simplement n'importe quoi. Alors laissez-moi vous faire écouter un extrait de J.D. Vance qui parle de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Nous sommes arrivés dans cette situation avec un maximum de levier et de force. Leur programme nucléaire était détruit, leur armée conventionnelle aussi. Et il y avait au sein du système iranien certaines personnes qui disaient « Vous savez quoi? On veut changer notre relation avec les États-Unis. On veut repartir sur de nouvelles bases. » Le président a répondu « Très bien, asseyons-nous à la table, négocions et voyons si les gens raisonnables de ce système peuvent prendre le dessus sur les fous. » Voilà, en gros, l'accord que nous avons conclu. L'accord de base qu'on avait conclu, c'était simple. On lève notre blocus, à condition qu'ils arrêtent de tirer sur les navires. Mais s'ils tirent sur les navires, on va riposter. Et on va riposter plus fort que jamais.
C'était ça, l'accord. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient de tirer sur les navires. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 24 heures? Ils ont recommencé à tirer sur les navires. Bon, ils ont été corrects, ils se sont bien tenus pendant environ une semaine, mais ensuite, ils ont recommencé à tirer. Donc l'accord est très simple. S'ils tirent sur les navires, on va leur tomber dessus, et sévèrement. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Alors la question, c'est pourquoi avez-vous commencé à tirer sur les navires? Je pense que ce que ça montre, c'est que ces bateaux dans les Caraïbes, qu'on disait transporter de la drogue, et qu'ils ont fait exploser, en fait, ne transportaient pas de drogue. Et la drogue continue d'arriver aux États-Unis, parce qu'il est évident qu'ils en consomment encore. Non, c'était pas ça, l'accord. D'abord, ils ont perdu la guerre, et ils ont perdu la guerre de siège. Et tout le monde en Occident qui a vu le protocole d'accord sait qu'il n'est pas favorable aux États-Unis. En réalité, en Iran, beaucoup disent qu'on aurait dû être plus ferme à la table des négociations et qu'on aurait dû obtenir plus de concessions parce que les Américains ont été faibles. Je ne suis pas en désaccord avec ça, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais accord. Il aurait pu être meilleur, c'est vrai, mais ce n'est pas le sujet. Dans cet accord, les Américains ont des engagements, et les Iraniens aussi. Ce sont les Iraniens qui doivent normaliser la situation sécuritaire dans le détroit d'Ormuz, et ce sont eux aussi qui doivent rétablir la navigation commerciale dans le détroit Ormuz. Ce que les Américains ont essayé de faire, en violation du protocole d'accord, c'est de mettre en place leur propre tribunal. Ils n'ont pas pu le faire pendant la guerre, et ils n'ont pas pu le faire non plus pendant le siège. Et l'Iran ne leur a pas permis d'obtenir cette concession dans le protocole d'accord. Donc, c'est bien l'Iran qui était responsable des questions de sécurité et de la normalisation dans les échanges commerciaux. C'est l'article 5, tout le monde peut le lire. Ce que les États-Unis ont fait, c'est qu'ils ont ouvert leur corridor, puis ils ont commencé à encourager les navires à passer par là et à transporter des Iraniens du Nord. Et pendant plusieurs jours, les Iraniens n'ont cessé de prévenir les navires de ne pas le faire et d'avertir les Américains d'arrêter pendant de nombreux jours. Des gens comme moi, oui, des gens comme moi, disaient qu'on ne devait pas laisser faire ça. Et les forces armées, le gouvernement, l'État, après beaucoup de retard, je ne sais pas s'ils sont liés. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. D'accord. Donc, après beaucoup de retard, à mon avis, ils ont enfin frappé plusieurs navires qui utilisaient délibérément le couloir américain en ignorant les forces armées iraniennes. C'est donc la responsabilité des États-Unis et aussi celle des propriétaires de ces navires qui étaient suffisamment informés pour comprendre ce que disait le protocole d'accord et pour saisir les avertissements qui ont été donnés à plusieurs reprises pendant plusieurs jours par les forces iraniennes. Il y a tout juste quelques instants, les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir frappé 10 cibles en Jordanie, ou du moins que 10 missiles balistiques ont touché des cibles en Jordanie. C'est la toute dernière information, professeur Mahandi. Et concernant le protocole d'accord, il parle des navires. Hier, nous avons appris, par le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaei, que les États-Unis utilisent des navires de guerre dans cet échange. Ils essaient d'utiliser ces navires de guerre en s'appuyant sur le protocole d'accord. C'est la ligne rouge pour l'Iran. Il s'agit uniquement de navires commerciaux, de bâtiments civils, rien de militaire dans cet échange. Oui, les Américains mènent et ont mené une opération militaire dans une zone qui ne leur appartient pas,
Ce n'est pas avant tout des eaux internationales. Et le protocole d'accord est clair. C'est à l'Iran d'assurer la sécurité et de normaliser la navigation. Et ça n'avait pas besoin de se passer comme ça. Les Américains auraient très bien pu permettre un retour progressif à une navigation normale dans le détroit d'Ormuz, s'ils avaient simplement respecté leurs engagements dans le protocole. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de rester en dehors du détroit d'Ormuz, laisser les Iraniens remplir leurs obligations, restituer les avoirs volés à l'Iran et dire aux Israéliens de quitter le Liban. C'est un pays souverain et indépendant. Le passage par le détroit d'Ormuz aurait pu être normalisé, mais ils ont choisi de ne pas le faire, parce que c'est comme ça que les Américains fonctionnent. Ils signent un bout de papier, et pour eux, c'est à l'autre partie de respecter ses engagements, pas à eux. Les Américains, eux, n'ont pas besoin de respecter leurs engagements. C'est toujours à l'autre camp de le faire. Et l'Iran n'est pas comme les autres pays avec lesquels les États-Unis traitent. L'Iran n'acceptera pas ça, et il est prêt à aller jusqu'à la guerre. Alors, quand Trump menace de nous tuer, de nous détruire, de nous renvoyer à l'âge de pierre, les Iraniens répondent en disant « on ne bouge pas, on ne cède pas ». C'est donc une crise que Trump a créée dès le départ, et il l'aggrave encore, parce que la pénurie d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste une menace pour l'économie mondiale. Et je pense que plus cette crise dans le détroit d'Ormuz dure, plus on se rapproche d'une catastrophe économique mondiale. Les pénuries se sont déjà installées depuis environ 4 mois et demi maintenant. Il suffirait de quelques semaines de plus, et ce serait catastrophique pour tout le monde. Oui, le New York Times a rapporté que les forces américaines ont frappé plus de 170 cibles militaires iraniennes au cours des 2 derniers jours. Et ça vient tout juste de sortir. C'est une information toute récente du New York Times. Et l'autre point, c'est... Laissez-moi simplement expliquer quelque chose. Il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. Beaucoup des cibles qu'ils ont frappées n'ont absolument aucune importance. D'abord, ils ont touché beaucoup de leurres. Comme pendant la guerre, les Iraniens ont des leurres partout. La plupart de ce qu'on voit, ce sont des leurres. Ensuite, les véritables installations de l'Iran sont pour la plupart souterraines. Ils ne les sortent que quand c'est nécessaire. Donc, quand on dit qu'ils ont détruit les dépôts de drones iraniens, en réalité, ces dépôts sont profondément enterrés. Il n'y a pas de dépôt à la surface. Franchement, s'ils avaient voulu détruire nos dépôts, ils l'auraient fait pendant les 40 jours de guerre. En fait, ce qui frappe, c'est juste un morceau de métal placé là pour lancer un drone. Les Iraniens s'en vont, ils reviennent et ils bombardent ce morceau de métal. Ça ne cause aucun dégât aux forces armées iraniennes. C'est juste un bout de métal qu'on peut remplacer en 2 minutes. Alors, en détruisant des leurres, des morceaux de métal et des infrastructures civiles, en bombardant les bateaux des gens, ils ne détruisent rien du tout. Ils peuvent faire semblant que ce sont tous des navires ou des vedettes appartenant aux gardiens de la Révolution. Mais n'importe qui regarde les images voit bien que ce sont surtout des bateaux de gens ordinaires. Et les Américains le savent. Mais ils se moquent des gens ordinaires. Tout comme quand ils ont attaqué la voie ferrée et le pont près de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Les Américains sont très à l'aise avec le fait de commettre des crimes de guerre. Ce que je veux dire, en gros, c'est qu'on ne devrait pas prendre au sérieux ce qu'ils racontent. Les installations iraniennes sont bien protégées. Elles sont profondément enterrées. Et les Américains disaient la même chose pendant 40 jours, tout au long de la guerre. Puis, après la guerre, petit à petit, des informations ont commencé à sortir dans le New York Times et le Washington Post
confirmant que tout ce qu'on disait avant était vrai. On affirmait que non, les missiles et les drones iraniens n'avaient pas été endommagés. Et quelques semaines plus tard, après la guerre, les Américains eux-mêmes ont reconnu que oui, on avait raison. Comme vous le voyez sur la photo, ce ne sont pas les vedettes rapides qui ont été attaquées. Sur cette image, publiée il y a à peine 2 heures, on voit des bateaux utilisés pour la pêche ou pour des activités civiles d'un autre type. Et ils le savent. Oui, ils le savent très bien. Personne ne doit croire une seconde que les Américains se sont trompés. Non, c'était voulu. Le communiqué des gardiens de la Révolution dit que l'Iran a sécurisé et partiellement rouvert le détroit d'Ormuz, ramenant le trafic à environ la moitié du niveau d'avant-guerre. Les navires doivent désormais obtenir l'autorisation de la marine des gardiens pour emprunter les routes désignées par l'Iran. Il affirme aussi que les étrangers n'ont aucune part sur cette terre, ni dans le détroit d'Ormuz. Le texte avertit que les États-Unis n'ont aucun droit d'intervenir dans les voies de navigation du détroit et que toute aventure américaine recevra une réponse sévère, ce qui pourrait compromettre la réouverture et nuire aux pays dépendants de ce commerce. Pensez-vous que si les tensions continuent de monter, et peut-être si un blocus se met en place, parce qu'on a appris que l'Iran, d'après les rapports qu'on a vus de Tanker Tracker, a exporté plus de 10 millions de barils la nuit dernière, craignant justement un blocus américain, est-ce que vous voyez ce blocus se concrétiser? Ou bien l'Iran pourrait-il aller jusqu'à fermer le détroit d'Ormuz? Dans quelles conditions l'Iran déciderait-il de fermer le détroit d'Ormuz? Est-ce qu'ils vont attendre que les États-Unis agissent pour voir ce que Washington va faire? Est-ce que les États-Unis vont imposer un blocus et que l'Iran réagira ensuite à cette décision? Eh bien, il faut toujours se rappeler que l'Iran n'a jamais fermé le détroit d'Ormuz. Il est resté ouvert, même pendant les combats, pendant la guerre, la vraie guerre. Les navires des pays qui n'étaient pas hostiles à l'Iran pouvaient passer par le détroit. On voyait des navires chinois, russes, pakistanais, indiens, bangladais et ainsi de suite. Même des navires japonais traversaient le détroit. Les pays qui participaient à la guerre contre l'Iran, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, Bahreïn et le Qatar dans le Golfe Persique, étaient ceux qui n'avaient pas le droit d'utiliser le détroit, pour des raisons évidentes. Ils faisaient la guerre à l'Iran. En fait, la nuit dernière et celle d'avant, les États-Unis utilisaient leur espace aérien. Ils utilisaient leurs bases. Ils utilisaient leurs ressources pour frapper l'Iran. Donc ces 5 pays sont impliqués. Le Qatar, très impliqué. Le Koweït, très impliqué. L'Arabie saoudite, tous le sont. Mais même aujourd'hui, comme par le passé, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz. En revanche, il ne laissera pas les Américains en prendre le contrôle. C'est un point que l'Iran a clairement affirmé. En réalité, ce sont les Américains qui ont de fait fermé le détroit d'Ormuz lorsqu'ils ont imposé le blocus. Mais même à ce moment-là, l'Iran a permis aux navires des pays amis de passer, sauf les jours où les combats étaient trop intenses. Donc, pour l'instant, les Iraniens n'ont pas fermé le détroit. Mais si les Américains imposent un blocus, alors la situation changera. Le trafic maritime chutera fortement et la crise économique mondiale deviendra beaucoup plus imminente. Voici les nouvelles images, professeur Morandi. Elles viennent de sortir et montrent la même chose. Elles confirment ce que vous venez de dire sur les Américains qui ont frappé les bateaux civils dans... Oui, là vous voyez les nouvelles images qui prouvent qu'ils ont bien touché les bateaux civils. Et pensez-vous, professeur Morandi, qu'avec les nouvelles activités en cours,
Parce qu'on a reçu des rapports indiquant que l'Iran enverrait des forces vers la frontière irakienne et qu'il semble y avoir aussi des mouvements du côté du Kurdistan irakien. Vous m'entendez, professeur Morandi? Oui. Warudzite. Oui. Et même, on a entendu un des commandants iraniens parler de créer une zone tampon, une zone de sécurité, à la frontière avec le Kurdistan irakien. Est-ce que ça va vraiment se faire? Et pour vous, c'est une menace sérieuse? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou si c'est juste une menace pour pousser le gouvernement irakien à faire respecter son autorité et pour que le gouvernement kurde dans le nord de l'Irak fasse de même, parce que ces groupes terroristes ont des bases le long de la frontière. Et le gouvernement irakien le sait, tout comme le gouvernement kurde à Erbil le sait très bien. Les Américains les financent, les Européens les soutiennent, les Israéliens, bien sûr, les aident, et ces autorités les tolèrent. Alors les Iraniens les frappent en ce moment, comme on l'a vu ces derniers mois. Ils les frappent avec des missiles, mais surtout avec des drones. Et maintenant, je pense que c'est une menace qu'il faut soit prendre au sérieux, soit considérer comme une pression. Autrement dit, elle pourrait être réellement mise à exécution, ou bien c'est pour l'instant une façon de pousser les autorités kurdes du nord de l'Irak à mettre fin à la présence de ces groupes terroristes organisés le long de leurs frontières. Donc il est possible que l'Iran envisage vraiment d'agir, ou bien que les Iraniens disent cela pour les forcer à changer de politique. Mais s'ils ne le font pas, alors ils pourraient passer à l'action. Je veux dire, contrairement à la Turquie, qui a des bases partout en Irak et en Syrie, même si ni les Irakiens ni les Syriens ne l'ont jamais approuvé, les Iraniens, eux, n'ont aucune base dans le nord de l'Irak. Pas une seule base, pas un seul soldat. Donc l'Iran ne veut pas faire ça. Mais en même temps, l'Iran ne tolérera pas que le gouvernement kurde, dans le nord de l'Irak, collabore avec le régime israélien pour déstabiliser le nord-ouest de l'Iran, surtout à un moment où les États-Unis attaquent l'Iran. Et on a vu une hausse des attaques terroristes, à la fois près des zones kurdes, mais aussi du côté de la frontière pakistanaise, où des groupes takfiri, soutenus par des services de renseignement occidentaux, ont mené plusieurs assassinats ces dernières semaines. Hier, Donald Trump a déclaré que le gouvernement turc les avait aidés davantage que beaucoup de pays, aussi bien dans la région qu'en dehors. Quelle est, selon vous, la perception des Iraniens sur la manière dont la Turquie pourrait aider les États-Unis pendant la guerre? Eh bien, la Turquie a toujours soutenu les États-Unis dans leur politique dans notre région. La Turquie sous Erdogan, Trump a dit qu'Erdogan était plus fidèle que d'autres dirigeants dont il attendait davantage, sous-entendant les Européens. Autrement dit, il disait qu'Erdogan avait été plus utile à Trump que les dirigeants européens. Et c'est une déclaration très grave, surtout quand on sait que le peuple turc est totalement opposé aux politiques des États-Unis et qu'il s'oppose au régime israélien. Mais on en a déjà parlé. Pendant tout le génocide, Erdogan a continué à faire transporter du pétrole depuis Bakou vers son partenaire commercial en Israël, Netanyahou, pour alimenter le génocide. Et pendant la crise du pétrole, le pétrole a continué à couler. Et en ce moment même, il continue de couler. Des déclarations comme celle de Trump, évidemment, rendent les choses encore plus douloureuses. Ce que nous attendons de la Turquie, c'est qu'elle écoute son propre peuple, qu'elle rompe ses liens diplomatiques, qu'elle rompe ses liens économiques et qu'elle montre sincèrement son soutien au peuple palestinien, au peuple libanais et au peuple syrien.
le vrai peuple, le vrai soutien. La Turquie d'Erdogan a participé à la mascarade en Égypte, où ils ont imposé un cessez-le-feu à Gaza totalement à sens unique. Et là encore, Trump a déclaré qu'Erdogan avait toujours été là quand il en avait besoin. Et Erdogan a posé la main sur sa poitrine, ce qui a une signification très forte dans notre culture. Donc c'est avec une grande déception que je le dis, parce que sous Najmuddin Erbakan, le père de la montée du mouvement islamique en Turquie, la trajectoire était tout autre. Et quand il a été écarté, Erdogan ne voyait pas Erbakan d'un bon œil, pas du tout. Si Erbakan était resté au pouvoir, et si les services de renseignement turcs, l'État profond et l'Occident n'avaient pas collaboré pour l'écarter et affaiblir le mouvement, la Turquie aurait, j'en suis absolument certain, des politiques très différentes aujourd'hui. Et la situation du régime israélien serait, elle aussi, très, très, très différente. Une partie du calcul dans le détroit d'Ormuz concerne les Européens. Et on voit bien que, d'un côté, en Europe, le vice-chancelier allemand dit que cette guerre stupide cause énormément de problèmes à l'économie de l'Allemagne. Ils n'ont pas pu relancer leur économie à cause de la guerre. Et lui, il dit que tout ça, c'est la faute de Donald Trump. Mais de l'autre côté, on voit aussi les Européens coopérer, d'une certaine manière, avec les États-Unis dans la région. Parce qu'une partie de cette campagne de pression sur Oman, qui était l'un des principaux objectifs de la visite de Rubio en Asie de l'Ouest, eh bien, il l'a faite. Il est venu, un communiqué est sorti, et ensuite on voit les Européens arriver et discuter avec le gouvernement omanais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir avec Oman? Et est-ce que ce sera acceptable sur le plan militaire? Ou bien, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à modifier concrètement certaines conditions dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, évidemment, Oman a été fortement intimidé, et il a été contraint d'obéir aux États-Unis en les laissant ouvrir eux-mêmes un corridor dans le détroit d'Ormuz. Quant aux Européens, leur présence aussi fait partie de ce projet plus large qui vise à intimider Oman et à s'implanter dans le détroit d'Ormuz. Mais ça n'arrivera pas. D'abord, les Américains n'obtiendront pas ce point d'appui. S'ils lancent même une opération terrestre, au final, ils seront vaincus. Ils peuvent entrer, occuper certaines zones du continent, prendre des îles, mais ils seront battus et expulsés. Les Européens, eux, n'ont absolument aucune capacité militaire pour mener une guerre contre l'Iran. Leur technologie n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Leur expérience militaire non plus. Et leurs économies ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient autrefois. Et ils se dirigent vers une nouvelle phase d'industrialisation, surtout l'Allemagne, à cause de leur conflit avec la Russie et bien sûr de leur collaboration avec Washington contre l'Iran dans la région du Golfe Persique depuis plusieurs décennies. Et surtout, depuis que la guerre en Ukraine s'intensifie, les Européens n'ont ni l'argent ni les ressources pour ouvrir un second front contre l'Iran. C'est pour ça que Trump est si mécontent d'eux. Il a été, malheureusement, bien plus satisfait d'Erdogan que de ses partenaires de l'OTAN. Et c'est aussi pour ça que le secrétaire général de l'OTAN, chaque fois qu'il rencontre Trump, doit immédiatement se montrer très complaisant, parce que Trump n'est pas content des Européens. Donc je ne pense pas que qui que ce soit en Iran prenne vraiment au sérieux les Français, les Britanniques ou d'autres Européens qui veulent montrer leurs muscles dans le Golfe Persique. Professeur Marandi, aujourd'hui, on a entendu le ministre grec de la Défense poser une question. Pourquoi l'Iran attaque-t-il? Pourquoi l'Iran aurait-il attaqué l'Arabie saoudite? Pourquoi aurait-il attaqué les Émirats arabes unis ou le Qatar? Et pourtant, ce sont des pays qui, d'une certaine manière, coopèrent avec les États-Unis dans leurs attaques contre l'Iran. Il pose donc ces questions toutes simples.
Selon vous, jusqu'à quel point ce genre d'ignorance est-il profond dans cette partie du débat? Je dirais qu'aux États-Unis, ils ne sont pas très au fait de ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Quelle est selon vous la compréhension qu'ont ces gens, ces gouvernements, qui participent à la guerre? Je pense qu'ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent quelle est la réalité. Que ces pays, avec les Européens, et même le secrétaire général de l'OTAN, qui a pratiquement reconnu la chose en flattant Trump, ont en fait beaucoup aidé dans la guerre illégale contre l'Iran. Ils ont donc beaucoup de sang sur les mains, comme il l'a dit, presque avec fierté. Mais ils le savent. Ils savent ce que les Saoudiens, les Koweïtiens et les Émiratis ont fait. Sans ces pays-là, il n'y aurait pas eu de guerre contre l'Iran. Ces pays sont donc complices de guerre. C'est évident. Mais ils comptent sur l'ignorance de leur population en disant que c'est l'Iran qui a commencé ou que c'est l'Iran qui a étendu le conflit. Exactement comme maintenant, quand ils affirment que les Iraniens provoquent tout ça en visant des navires dans le détroit d'Ormuz, sans jamais donner le contexte. Et bien sûr, beaucoup d'Occidentaux naïfs vont encore croire à leurs absurdités. Ce n'est plus comme avant, mais il y a quand même une partie de la société occidentale qui pense que les Israéliens sont les gentils et que les enfants palestiniens méritent d'être massacrés. Oui, ça existe, vous savez. C'est pour ça qu'il y a encore des Américains qui soutiennent Israël ou des Européens qui soutiennent encore le régime israélien. Donc il le sait. Il sait très bien. Enfin, le ministre de la Défense sait évidemment quel rôle ces pays ont joué dans les attaques contre l'Iran, dans la destruction d'écoles, d'hôpitaux et tout le reste. Mais encore une fois, tout ça, c'est surtout pour gérer la perception du public. Il y a eu des informations sur 2 attaques contre 2 ponts, l'un entre Téhéran et Mashhad et l'autre à Al-Khala, dans le Golestan. Ces 2 ponts sont particulièrement importants parce que le premier relie Téhéran à Mashhad. On sait qu'aujourd'hui, la procession funéraire a lieu à Mashhad. Et l'autre, c'est le pont ferroviaire d'Al-Khala, dans le Golestan, qui relie l'Iran au Kazakhstan, puis à la Chine. Alors, est-ce que ces attaques ont été menées par les États-Unis? Ou bien s'agit-il de forces ou d'agents internes? Je n'ai rien entendu d'autre que les informations disant que les Américains ont frappé ces ponts. Et ça montre bien que le problème, c'est pas le programme nucléaire. Le vrai problème, c'est l'Iran. Ils veulent briser l'Iran. C'était leur projet dès le départ, et c'est encore leur objectif aujourd'hui, parce que c'est ce que veulent les sionistes. Alors, frapper des écoles, ça fait partie de ce plan. Frapper des hôpitaux aussi. Frapper des immeubles d'habitation. Et on a eu beaucoup de journalistes indépendants en Iran pendant les cérémonies funéraires. Certains sont des amis communs, et ils ont fait des reportages depuis ces hôpitaux détruits, ces écoles détruites, ces immeubles détruits, et ainsi de suite. Tout ça n'a rien à voir avec le problème nucléaire. C'est une stratégie pour affaiblir le peuple iranien, pour briser le peuple irakien. Pourquoi soutiennent-ils ces terroristes kurdes dans le nord de l'Irak? Et pourquoi soutiennent-ils les Takfiris le long de la frontière avec le Pakistan? C'est évident. Pourquoi soutenaient-ils l'insurrection armée il y a quelques mois? C'était pour affaiblir l'Iran, et la guerre elle-même visait à briser l'Iran. Le fait de viser la ligne ferroviaire principale du pays, celle qui relie l'Iran à l'Asie centrale et la capitale à Mashhad, la deuxième ville la plus importante du pays, c'est clair. Le but, c'est d'intimider les Iraniens ordinaires, ceux qui vont aux funérailles. Mais c'est aussi de perturber les relations de l'Iran avec les autres pays. Et au fond, c'est de casser la capacité de l'Iran à rester indépendant et d'empêcher le gouvernement de diriger la société de manière efficace.
Oui, les médias israéliens viennent d'annoncer que des préparatifs sont en cours pour une escalade immédiate. Si Israël commence à s'impliquer davantage, en gros, en coopération avec les États-Unis, mais que cette fois il passe à l'offensive et attaque de nouveau l'Iran, est-ce que vous pensez que le Hezbollah, et peut-être même le Yémen, pourraient entrer en guerre? Oui, je pense que l'Irak, la résistance en Irak aussi, rejoindra la guerre, tout comme le Yémen. Ce sera tout l'axe de la résistance. Mais si on entre dans une guerre totale et qu'il commence à détruire les infrastructures critiques iraniennes, alors les infrastructures critiques du régime israélien seront détruites à leur tour. Et ensuite, celles des pays dirigés par ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique le seront aussi. Et là, on est en plein été, avec une chaleur et une humidité étouffantes dans ces pays. Donc si les États-Unis veulent que ces pays s'effondrent, que toute la population de la péninsule arabique parte et que ces régimes tombent définitivement, eh bien la voie à suivre, c'est d'élargir la guerre. Oui, Vous m'entendez? J'ai encore été coupé? Désolé, oui. te revoilà. Oui, te revoilà. Alors qu'est-ce que je disais? Quoi d'autre? Oui, ça coupait un peu. Tu parlais de la réaction iranienne avec les Irakiens et les Yéménites, tous ensemble. Et je disais que dans la péninsule arabique aujourd'hui, en plein été, s'il y a une escalade, l'Iran détruira les infrastructures vitales d'Israël si ses propres infrastructures sont attaquées. Mais il détruira aussi les infrastructures sur place. Et comme on est en plein été, au milieu de plusieurs déserts, Oui, on dirait qu'on a perdu le professeur Miranda. Il va revenir parce que je veux lui poser une question sur la frontière en ce moment. Il y a beaucoup d'activités, pas seulement au Kurdistan irakien, on en voit aussi dans le sud de l'Iran, à la frontière avec le Pakistan. Ce sont des tensions qui montent. Et en gros, on sent qu'il y a une certaine peur en Iran aujourd'hui parce qu'ils pensent que les États-Unis essaient de préparer une sorte d'invasion terrestre. voyons voir. Le professeur Miranda est avec nous. Oui, désolé, te revoilà, je peux rien y faire. Oui, Je disais simplement que si les États-Unis et le régime israélien élargissent la guerre et commencent à frapper les infrastructures critiques de l'Iran, alors l'Iran détruira les infrastructures critiques du régime israélien, mais aussi celles de 5 pays du Golfe Persique. Et nous sommes en plein été, avec la chaleur et l'humidité du Golfe. Si leurs infrastructures critiques sont détruites, ces pays s'effondreront. Ils ne pourront plus exister et leurs populations devront partir. Donc c'est vraiment à ces pays et aux États-Unis de réfléchir sérieusement à la suite. Nous, clairement, nous ne serons pas ceux qui perdront le plus. Et bien sûr, cela provoquerait aussi une dépression économique mondiale. La chose la plus intelligente que les États-Unis puissent faire, c'est de tirer très fort sur la laisse de Netanyahou, de reculer et d'appliquer le protocole d'accord. Sinon, ce ne sera pas comme l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens ont les moyens de rendre la vie très difficile à Trump. pensez-vous que Donald Trump, après avoir regardé les funérailles du défunt guide suprême de l'Iran, ait eu le sentiment qu'il devait réagir d'une manière ou d'une autre, qu'il devait attaquer l'Iran ou influencer l'atmosphère dans toute la région avec ses attaques? Quelle est votre lecture de tout ça? Moi, j'ai l'impression, vraiment, que Donald Trump se sent obligé de faire quelque chose, parce qu'il parlait de 45 000 personnes tuées. Et là, on voit cette foule immense rassemblée pour soutenir le guide suprême iranien. Ça détruit complètement toute la rhétorique qu'il essayait de construire. Et pour Donald Trump, et pour son ego,
C'est énorme. This is huge for Donald Trump and his sort of, ego. Yes, I think that Oui, je pense que sa réaction aux funérailles à Téhéran, c'était juste le début. Ensuite, il y a eu Qom, puis Najaf, et les villes saintes de Najaf et de Karbala, et maintenant Mashhad. Franchement, ces funérailles sont toutes extraordinaires, sans précédent dans le monde, et chacune d'elles est un phénomène à part entière. Sa réaction était donc très intéressante, même si ensuite il a essayé de se rattraper en disant, je ne sais pas, que ses larmes étaient peut-être fausses, ou quelque chose comme ça. Mais il était évident qu'il avait été très surpris, et ça montre la force de la République islamique d'Iran. Cela montre que c'est le pouvoir du peuple qui soutient la révolution islamique et l'axe de la résistance. Et c'est la même chose en Irak, comme on l'a vu pendant les funérailles là-bas, parce que c'est en soi une démonstration de force. Ces gens, ces millions d'Irakiens qui ont participé aux funérailles, disaient en fait, notre cause est la même, notre route, notre chemin, c'est le même que celui des Iraniens, que celui du Hezbollah. Donc c'est une énorme démonstration de force, et ça rend la position des États-Unis plus difficile à tenir, non seulement en Irak, Harvard, mais aussi dans toute la région. Ça pourrait donc avoir joué un rôle. On m'a aussi dit que les Américains auraient eu des pertes qu'ils n'ont pas annoncées. Il y a eu une frappe au Koweït, où apparemment plusieurs soldats américains auraient été tués, selon les Iraniens. Et un navire américain aurait aussi été touché. Je ne sais pas à quel point il a été endommagé, mais l'idée, c'est que tout cela ensemble l'aurait fait complètement perdre son sang-froid. Yeah. Oui, merci beaucoup, professeur Randy, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. As always. Thank you very much for inviting me, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Désolé pour la mauvaise connexion. Je présente mes excuses à vous et à votre public. Je déteste vraiment compliquer les choses pour les gens. Je sais que ces coupures sont pénibles et parfois je ne sais même pas si ce que j'ai dit a été entendu ou non parce que je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Mais je suis vraiment désolé pour tous ces problèmes. No problem at all. We have Aucun all problème. the Nous avons bien arguments, entendu tous vos arguments. everything with Rien n'a été oublié. Merci, merci beaucoup. Thank you.